Bonjour mes chers élèves de 3e 5, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de cours sur un nouveau chapitre, 3e chapitre du thème en cours. Je rappelle le thème en cours, le monde depuis 1945. Par rapport à ce thème, nous avons déjà fait 2 chapitres, la guerre froide, la décolonisation. 3e chapitre, enjeux et conflits dans le monde après 1989. Dédé la grenouille. Alors, avec ce chapitre, nous allons faire ce que nous appelons de l'histoire proche, puisqu'il s'agit d'étudier des événements qui se sont passés il y a moins de 30 ans. Et l'objectif de ce chapitre, en fait, c'est de comprendre le monde d'aujourd'hui. Après 1989, autrement dit, nous allons étudier le monde au moment où la guerre froide prend fin. Et la question que nous allons nous poser dans ce chapitre est celle-ci: quelle nouvelle organisation du monde après la guerre froide? Je rappelle que durant la guerre froide de 1947 à 1989 ou 1991, nous avions un monde bipolaire, un monde organisé en 2 pôles de puissance, le pôle des États-Unis, le pôle de l'URSS. Avec la fin de la guerre froide, évidemment, le pôle ou le monde de l'Est, le pôle de puissance de l'URSS disparaît, puisque en 1991, nous assistons à l'effondrement de l'URSS qui va se diviser en 15 républiques autonomes. Nous rappelons l'URSS, Union des républiques socialistes soviétiques. Eh bien, l'URSS va être divisée en 15 républiques autonomes. C'est la fin d'une des grandes idéologies du XXe siècle, le communisme. Alors, je vous ai envoyé ce polycope qui est une frise chronologique, la frise chronologique de référence pour notre chapitre, avec une première rupture, évidemment, en 1989 ou 1991, la fin de la guerre froide. Donc c'est la première grande rupture. Je rappelle, une rupture, c'est un moment dans l'histoire où le monde change d'époque, le monde change d'organisation. Changement d'organisation, puisque évidemment, il n'y a plus de guerre froide. Eh bien, à partir de la fin de la guerre froide, un immense espoir va naître dans le monde, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo. D'abord parce que le monde est beaucoup plus simple à lire, beaucoup plus simple à déchiffrer, il n'y a plus de camps. Et puis surtout, le monde paraît beaucoup plus sûr. Il n'y a plus de risque de guerre, il n'y a plus de tension, il n'y a plus de risque de guerre nucléaire. Donc il y a l'espoir d'une paix durable, une paix durable à travers la planète. Depuis 1991, en fait, nous allons avoir 2 périodes. Une première période de 1991 à 2001, où nous allons avoir un monde unipolaire dominé par les États-Unis. Alors, un monde unipolaire, cela signifie que dans le monde de 1991 à 2001, il n'y a plus qu'un seul pôle de puissance, à savoir les États-Unis, les grands vainqueurs de la guerre froide. Et comme ce monde unipolaire est dominé par les États-Unis, eh bien, durant cette période, 91-2001, on considère que les États-Unis sont une hyperpuissance. Alors, une hyperpuissance, c'est bien davantage qu'une puissance.
Un pays qui est une hyperpuissance est un pays qui occupe le premier rang dans absolument tous les domaines. Le domaine économique, le domaine politique, les affaires du monde, le domaine militaire, le domaine culturel, etc., etc. Donc nous avons une hyperpuissance, les États-Unis, qui domine le monde, un monde unipolaire. Et durant cette période d'espoir, eh bien, les États-Unis, pour régler un certain nombre de guerres, parce que malgré les espoirs de paix durable, il y a un certain nombre de guerres durant cette période, eh bien, les États-Unis agissent toujours avec l'accord de l'ONU. C'est le cas lors de la première guerre du Golfe en 1990-1980. Donc, nous avons un monde dominé par les États-Unis, hyperpuissance, mais une hyperpuissance qui agit dans le monde avec l'accord de l'ONU et l'accord des autres pays. Mais, le 11 septembre 2001, une deuxième rupture va intervenir, les attentats du 11 septembre 2001. Cela veut dire qu'à partir de cette époque, de ce jour-là, le monde va changer et va changer d'époque. Je vous ai envoyé une étude de cas justement sur les attentats du 11 septembre 2001. C'est ce que nous allons voir par la suite de la vidéo. Je voulais rajouter une dernière chose sur cette première période, 91-2001, un monde unipolaire dominé par un pôle, les États-Unis, hyperpuissance. Eh bien, durant cette période, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, un certain nombre d'experts considèrent que nous assistons à la fin de l'histoire. Je m'explique. Un certain nombre d'experts considèrent qu'avec la fin de la guerre froide, nous assistons à la fin de l'histoire, puisqu'il n'y a plus de confrontation, de très grande tension entre deux idéologies, puisque le communisme est sur le point de mourir en tant qu'idéologie, en tant qu'organisation politique, et victoire totale du modèle américain sur le plan économique avec le capitalisme, sur le plan culturel, sur le plan du mode de vie, etc., etc. Donc un certain nombre d'experts disent c'est la fin de l'histoire. Autrement dit, pour faire très simple, c'est une manière de dire qu'il ne se passera plus rien de grave. Victoire totale des États-Unis, l'espoir d'une paix durable. Mais évidemment, comme je l'ai dit, une deuxième rupture intervient le 11 septembre 2000. Alors, en quoi est-ce une rupture? Eh bien déjà, c'est une rupture parce que le monde, mais d'abord les États-Unis, vont être confrontés à une nouvelle forme de guerre, le terrorisme, plus précisément le terrorisme international. Le terrorisme de la part d'Al-Qaïda, ensuite l'État islamique, et être confronté au terrorisme, c'est une nouvelle forme de guerre. Pourquoi? Parce que l'ennemi n'est pas un État, n'est pas un pays. L'ennemi est un groupe, une organisation cachée, imprévisible, qui peut attaquer n'importe où, n'importe quand, avec le but de terroriser la population. D'où le mot terrorisme. Donc cette deuxième rupture, 11 septembre 2001. Et à partir de cette date, l'organisation du monde va changer. Nous allons entrer dans l'ère d'un monde multipolaire, non plus unipolaire ou bipolaire, mais multipolaire, avec une multitude de pôles de puissance. Et puis, un autre changement important va intervenir. Les États-Unis, à partir de cette date, vont pratiquer l'unilatéralisme. Ça veut dire une chose toute simple. Ça veut dire qu'à partir de cette deuxième rupture, les États-Unis vont intervenir
dans un certain nombre d'endroits du monde sans avoir l'accord de l'ONU ou des autres pays. Ils vont agir tout seuls. Bien. 11 septembre 2001. Je vous ai fourni un certain nombre de documents pour cette étude de cas. La une du Nouvel Observateur, avec pour titre New York, 8h52, la guerre. Un éditorial très intéressant, éditorial du Monde, publié le 13 septembre 2001, avec des passages soulignés que vous devrez expliquer. 2 caricatures, très riches d'enseignements. Et puis la chronologie des événements à partir des attentats du 11 septembre 2001. Autrement dit, que vont faire les États-Unis à partir des attentats du 11 septembre 2001. Par rapport à ces documents, je vous pose 8 questions auxquelles vous devrez répondre. Alors aujourd'hui, je vais vous donner quelques pistes pour vous aider à répondre à ces questions, sans en dire trop. Alors, en fait, il y a une première chose à comprendre. Au-delà de cette journée du 11 septembre, avec des images très spectaculaires, traumatisantes, qui ont fait le tour du monde, au-delà du drame humain de ces attentats, en fait, au-delà de tout ça, ce qui va surtout nous intéresser, c'est la réaction des États-Unis et la nouvelle politique qu'ils vont mettre en œuvre, la nouvelle politique qu'ils vont mettre en place. Première question, je vous demande de faire des recherches pour faire un court récit des attentats du 11 septembre 2001. Je vais vous aider un petit peu en vous montrant quelques extraits vidéo. On va parler rapidement de la réaction des États-Unis et la réaction de l'opinion internationale au moment de ces attentats. Alors, première vidéo, nous allons commencer, non, c'est celle-ci. Donc le récit de cette journée du 11 septembre 2004. Le but, au-delà de faire le récit chronologique de cette journée, c'est de bien comprendre la nouvelle forme de guerre auxquelles sont confrontés les États-Unis. Le terrorisme, un ennemi invisible, un ennemi qui n'est pas étatique, qui n'est pas un État, mais ou un pays. Mardi 11 septembre 2001 matin, 19 hommes embarquent à bord de 4 vols domestiques à Boston, Washington. Mardi 11 septembre 2001, Washington et Newark. Leur projet, détourner ces avions pour les transformer en projectiles géants. Le premier appareil, un Boeing 767 d'American Airlines avec 92 personnes à bord, dont 5 pirates de l'air, s'écrase à 8h46 sur la tour nord du World Trade Center, ouvrant une gigantesque brèche dans les étages supérieurs. À 9h03, un deuxième Boeing 767... Et en fait, tous les symboles de l'hyperpuissance américaine sont visés. Les tours du World Trade Center à Manhattan, le symbole qui est visé, c'est le symbole économique. Les États-Unis étant la première puissance économique. Celle de United Airlines avec 65 personnes à bord, dont 5 kamikazes, 104 dans la seconde tour jumelle du World Trade Center, événement suivi en direct par les télévisions du monde entier. À 9h43, un Boeing 757 d'American Airlines avec 64 personnes à bord, dont 5 terroristes, s'écrase à Washington sur le Pentagone. Deuxième cible, le symbole militaire, puisque le Pentagone est un bâtiment militaire. Les États-Unis, première puissance militaire du monde. À une vitesse de 850 km/h, il ouvre un trou béant dans la façade ouest du ministère de la Défense. À 10h06, un quatrième appareil, un Boeing 757 de United Airlines, avec 44 personnes à bord, dont 4 membres d'un commando, s'écrase dans un champ près de Shanksville, en Pennsylvanie. L'objectif précis des pirates de ce vol reste à ce jour inconnu, mais à environ 20 minutes de vol de Washington, l'avion aurait pu frapper le Capitole ou la Maison-Blanche. Alors on pense que la cible qui n'a pas été atteinte était la Maison-Blanche. Cette fois-ci, c'est le symbole politique, le lieu de décision. On sait toutefois que certains passagers informés par téléphone portable. Alors, les images. Alors pourquoi je vous montre ces images ?
Parce que ces images, évidemment, ont fait le tour du monde, ont été diffusées, rediffusées pendant plusieurs jours, des images évidemment très spectaculaires, et ça nous permettra de comprendre ce qu'ont ressenti les Américains. Donc les deux tours, World Trade Center à Manhattan, symbole économique de l'hyperpuissance américaine. Donne l'alerte et précise que l'avion semblait viser la tour. Ce pompier est l'un des tout premiers à comprendre qu'il ne peut s'agir là d'un accident. Presque 15 heures à Paris, 9 heures du matin là-bas, c'est l'heure où l'Amérique démarre sa journée. Près de 50 000 personnes travaillent dans ces tours jumelles. Des milliers d'entre elles sont déjà dans les bureaux. Attentat, accident dans ces minutes-là, peu importe, déjà des désespérés préfèrent sauter dans le vide. L'Amérique va vivre son pire cauchemar en direct. 9h04. Ce qui va donner encore plus de force à ces images, c'est qu'effectivement, elles sont filmées en direct, c'est-à-dire que la planète entière vit en direct ces événements traumatisants, extrêmement spectaculaires, dramatiques. 14, un deuxième avion de ligne éventre la tour sud. Jusqu'à l'effondrement, Les minutes passent. filmé en direct, La tour numéro 1 fuit comme une peur. des deux tours jumelles. Et 10h05, un bruit assourdissant. Personne parmi les pompiers ne comprend ce qui se passe. C'est la tour numéro 2 qui s'effondre. This is as close as we can get to the base of the World Trade Center. You can see the firemen assembled here, the police officers, FBI agents, and you can see the two towers. A huge explosion now. Donc la première des deux tours jumelles s'effondre, je rappelle, en direct. C'est retransmis sur toutes les télévisions du monde. Et symboliquement, c'est donc le cœur économique des États-Unis qui s'effondre. La deuxième tour s'effondre à son tour. The second of the World Trade Center towers collapsed, burying yet more of the city's financial district under rubble. It's still impossible to calculate the number of victims. Alors, évidemment, c'est une rupture à la fois pour les États-Unis, mais pour le monde dans sa globalité. À ce moment-là, les Américains sont absolument stupéfaits, sont choqués, sont traumatisés. Et ils ressentent un sentiment de vulnérabilité. Pourquoi ? Parce que jamais dans leur histoire, ils n'avaient été attaqués sur leur propre sol, leur propre territoire. En plus, là, nous avons vu que ce sont des symboles de l'hyperpuissance américaine qui sont attaqués. Jamais ils n'avaient été attaqués sur leur propre sol, leur propre territoire, ils s'y sentaient en sécurité. Ce sentiment d'invulnérabilité, en plus, avait été renforcé par le fait que les États-Unis avaient gagné 3 guerres. Première guerre mondiale, Deuxième guerre mondiale, en tout cas, ils avaient contribué à faire gagner ces guerres. Ils avaient gagné la guerre froide, fin de la guerre froide, seule hyperpuissance dans le monde, leur modèle a triomphé, et tout d'un coup, ce jour-là, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas invulnérables. Ça, c'est la première chose. Ils se rendent compte aussi qu'ils sont haïs par une partie du monde, en tout cas que leur modèle est haï par une partie du monde, qu'ils peuvent être touchés sur leur propre sol à n'importe quel moment. Et puis un grand sentiment d'insécurité, parce que
cette nouvelle guerre qui s'engage est d'un type nouveau, nous l'avons dit, le terrorisme. Autrement dit, c'est une guerre contre laquelle on ne sait pas lutter. On sait faire la guerre contre un autre État, qui a une armée constituée, etc. Mais on ne sait pas faire la guerre à ce moment-là contre des terroristes qui vivent cachés, qui ne dépendent pas directement d'État, qui peuvent commettre des attentats à tout moment, n'importe où. Donc c'est une guerre tout à fait nouvelle. Alors, évidemment, cette menace terroriste ne touche pas que les États-Unis, elle touche le monde occidental dans son ensemble, et notamment l'Europe, parce que ce qui est visé par les terroristes, évidemment, c'est les valeurs et la société occidentale. Et donc nous allons passer à une autre époque, une autre organisation du monde, avec cette rupture. Revenons à notre frise. Et désormais, à partir de ce moment-là, le monde ne sera plus jamais le même. Et ce qui nous intéresse, évidemment, c'est, au-delà de cette journée, c'est la réaction des États-Unis et la nouvelle politique mise en place par les États-Unis. Eh bien, les États-Unis vont se lancer dans une... C'est George W. Bush qui est président à cette époque, va se lancer dans une espèce de croisade contre ce qu'il appelle l'axe du mal, autrement dit les pays qui peuvent abriter ces terroristes ou qui constituent une menace pour le monde. Et les États-Unis vont s'attaquer ou faire la guerre à ces pays, à ces groupes terroristes, tout seuls, sans l'accord de l'ONU et des autres pays. Ils vont en quelque sorte se faire les justiciers, tout seuls, d'un monde qu'ils considèrent comme dangereux, avec cette nouvelle menace, le terrorisme mondial. Alors, cette carte que je vous enverrai bientôt, l'épicentre et le lieu de naissance du terrorisme international, eh bien, ce sont les attaques du 11 septembre sur le sol américain. Et à partir de ce moment-là, comme je vous l'ai dit, George W. Bush va rentrer dans une logique guerrière, justicière, contre ce qu'il appelle l'axe du mal, l'Irak, l'Iran, l'Afghanistan, où se réfugie Ben Laden, le chef d'Al-Qaïda qui a commandité ces attentats, et la Corée du Nord. Mais il va s'attaquer à cet axe du mal tout seul. En tout cas, il va engager les États-Unis seuls. Pour finir avec cette vidéo, à partir de 2001, nouveau changement également, puisque nous entrons dans un monde multipolaire. Ça veut dire que le monde n'est plus dominé par une seule puissance, un seul pôle de puissance, l'hyperpuissance américaine. Le monde est dominé par une multitude de puissances qui commencent à émerger. Par rapport à ça, quelques précisions. Un monde multipolaire, comme je l'ai dit, c'est le fait que le monde soit dominé par plusieurs pôles de puissance. Les États-Unis, bien sûr, l'Union européenne, les pays émergents. Alors, à ce moment-là, et toujours aujourd'hui, les avis divergent. Certains pensent que nous sommes véritablement dans un monde multipolaire. Autrement dit, cela signifie que plus aucune puissance, y compris les États-Unis, n'est capable à elle seule d'influencer et de diriger le monde. Ces experts pensent que nous assistons au déclin des États-Unis, déclin relatif du fait de l'émergence de ces nouvelles puissances. Par contre, d'autres pensent que bien que de nouvelles puissances émergent, les États-Unis restent quand même une hyperpuissance. Et en fait, ce n'est pas faux. Si nous regardons aujourd'hui, les États-Unis occupent encore le premier rang mondial dans tous les domaines. Dans le domaine économique, le domaine de la haute technologie, le domaine des investissements, le domaine de la recherche et développement, de l'innovation. Dans le domaine militaire, les États-Unis restent les premiers, occupent toujours le premier rang. Donc, ces experts disent monde multipolaire, oui, mais enfin un monde multipolaire qui est encore dominé par l'hyperpuissance américaine, qui est incontournable.
La vérité est sûrement entre les deux. Les États-Unis restent encore une hyperpuissance, mais une hyperpuissance qui est quand même fragilisée par la concurrence de ces nouvelles puissances qui émergent. Donc nous sommes aujourd'hui dans un monde multipolaire. Hein. Voilà. Alors, je vous laisse répondre aux 8 questions concernant l'étude de cas et dans notre prochaine vidéo sur ce chapitre, nous étudierons le changement de politique des États-Unis à partir du 11 septembre, hein, je vous l'ai dit, une politique guerrière, justicière, la volonté de se venger de ces attentats du 11 septembre, mais en pratiquant l'unilatéralisme, c'est-à-dire en agissant seuls. Les États-Unis, à chaque fois, essayent d'avoir l'accord de l'ONU. S'ils ne l'ont pas, eh bien, ils agissent quand même. Mes chers élèves de 3e 5, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous laisse continuer votre travail sur l'étude de cas. Dédé la grenouille est toujours là avec nous pour travailler. Je vous souhaite une bonne journée.